Bonjour Bianca Miotto, merci d'avoir accepté l'invitation de Francophonie sans frontières pour participer à la deuxième édition des entretiens littéraires francophones qui sont organisés chaque année à l'occasion du mois de la francophonie. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir depuis le Québec. Bonjour Jean-Florentin, je vous remercie pour l'invitation et très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Vous êtes une écrivaine italo-québécoise native de Sheffield et vous avez grandi au sein d'une famille d'artistes. Très tôt, vous vous êtes familiarisé avec les univers de Rimbaud, de Verlaine et de Musset. Grâce à ces auteurs classiques, vous avez apprivoisé la poésie et la littérature. Après un détour par l'auto-édition, vous publiez votre premier ouvrage dans le circuit formel de l'édition en 2021. Il s'agit d'un roman et c'est autour de ce livre que nous allons nous entretenir. Il s'intitule Vanille, citron et basilic. Ce roman est un beau livre avec un titre magnifique, mais il ne prépare pas forcément le lecteur à l'histoire qui est racontée. C'est fait exprès ou il y a une autre raison? Non, c'est pas fait exprès. Disons que j'avais ce titre en tête bien avant d'écrire le livre. Bon, j'avais commencé à construire un peu l'histoire dans ma tête, mais c'est vraiment un soir en inventant une recette de gâteau à la vanille, au citron et basilic que ce titre m'est resté et je me suis dit, ce sera parfait pour mon prochain livre. En fait, c'est un peu un titre qui ressemble à mon personnage Anna. Si on observe la page couverture, on voit que le papier est froissé. Et on applique par-dessus ce papier froissé qu'on a lissé une belle couleur de rose éclatant. Alors, on oublie un peu les froissements, on oublie le bris et vient s'ajouter des éléments vivants, la vanille, le citron, le basilic. Et je pense qu'instantanément, on a une joie de vivre qui s'installe en nous. Alors, c'est un peu ce que je voulais. Je voulais inviter, je voulais que ma page couverture invite le lecteur à la joie de vivre, parce que je parle quand même d'un sujet difficile, la maladie mentale, et je ne voulais pas que ce soit lugubre, parce que même si c'est un livre qui, bon, peut parfois être un peu, comment je pourrais dire, troublant à certains moments, pour moi, il reste que c'est un livre joyeux. Oui, effectivement, ce livre pourrait être écrit dans un ton grave, dramatique et tout, mais il prend une allure à la fois biographique, dramatique et sentimentale, même des fois. Donc, ce roman, Vanille, citron et basilic, fait croiser des destins, ceux de Marco et d'Anna, par exemple. Est-ce qu'on peut dire que finalement, c'est un roman qui parle de la condition humaine? Oui, sûrement. Bon, il y a des faits vécus réels, des faits inventés également. Je tenais laisser le lecteur choisir ce qui était vrai ou pas pour lui. On parle beaucoup de la maladie mentale et moi, je parle d'une expérience que j'ai vécue. Alors, de cette expérience, je dois dire qu'elle reste quand même assez douce si on considère la réalité que les gens qui sont aux prises avec la schizophrénie doivent subir. C'est vraiment malheureux, mais ces personnes sont considérées comme une grosse masse étiquetée. Ils sont traités comme s'ils n'avaient plus d'émotions, plus de sentiments, plus de droit de parole, plus d'unicité. Enfin, tout ce qui fait qu'un être humain est unique. Et je pense que c'est un livre qui a beaucoup de points d'interrogation, pas beaucoup de réponses. Et je me demande aussi, ce qui est triste encore davantage, c'est le regard que la société pose sur ces personnes. Ne font pas partie de nos semblables. Alors oui, je pense qu'il faut s'interroger sur le rôle que la société joue et peut-être le rôle qu'elle devrait jouer aussi. Oui, mais pourquoi était-ce important pour vous d'écrire une partie de la vie de Marco et de partager aussi le cheminement d'Anna? L'important pour Marco. Bon, Marco, c'était une personne qui souffrait d'un handicap physique depuis un très jeune âge. Il Oui. faisait donc partie des minorités visibles. Et lorsque la maladie mentale s'est acharnée sur lui lorsqu'il était dans la vingtaine,
il faisait doublement partie des minorités visibles et curieusement, il a été invisible pendant presque toute sa vie. Alors, je voulais lui donner cette visibilité qu'il n'avait pas eue. Je voulais lui donner la chance d'avoir existé, de ne pas avoir seulement été une personne handicapée et une personne atteinte d'une maladie mentale. Alors, c'est important pour moi de l'immortaliser, de parler aussi de l'impossibilité de choix, de l'impossibilité d'appartenir à un groupe, d'appartenir à un lieu. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on veut que tout aille bien, on est bombardé de belles petites phrases, soyons positifs, ne dédramatisons pas, secouons-nous, on peut arriver à tout. Alors, pour une personne qui est très malade, qui souffre d'un désordre sévère, lorsqu'elle entend ces phrases, je pense qu'elle perd encore davantage de force et elle ne se sent pas à la hauteur et elle devient de plus en plus vulnérable. Alors, c'est important pour moi de dire, oui, il y a des gens qui peuvent se secouer, mais il y a des situations où c'est impossible de le faire. Et je voulais rendre hommage à Marco et à tous les Marcos du monde, parce que les Marcos, il y en a énormément, il y en a beaucoup. Il y a des Marcos qui ont la chance peut-être d'avoir une famille, d'avoir une sœur comme Anna, comme Laura, comme Franca. Il y en a d'autres qui ont ni famille ni amis, et il y en a qui ont une famille, mais dont la famille a été forcée de s'éloigner, parce que c'est pas facile de tenir la route lorsqu'on doit accompagner une personne si souffrante. Alors, je voulais parler aussi un peu d'Anna, lui donner le pouvoir de s'exprimer, lui donner le droit de parler de cette peine, de ce sentiment d'abandon et de solitude, parce que les proches aidants se sentent vraiment seuls. Et oui, il y a la personne qui est malade, mais autour de cette personne, il y a un cercle, et ce cercle de gens, soit famille, amis, proches, souffre énormément aussi. Alors, c'était important pour moi de parler de ça. Voilà. Et puis, à côté donc, de ce tableau douloureux, de ce drame, vous parlez aussi donc, de belles choses. Votre test est parsemé de recettes de cuisine, à l'image de celle à la page 79, le gâteau vanille, citron et basilic, qui a justement donné son nom au livre. Est-ce une manière pour vous de faire ressortir votre origine italienne avec ses traditions gastronomiques? Pas consciemment. Je suis d'origine italienne et je suis fière de mon origine. La cuisine fait partie intégrante de ma vie. C'est mon papa qui m'a donné ce goût depuis que je suis toute petite. Mais il faut dire que Anna, c'est une femme qui me ressemble beaucoup. Alors, c'est important de parler de cuisine parce que c'est le seul endroit où elle a l'impression d'avoir le contrôle. Elle a perdu le contrôle dans plusieurs aspects de sa vie. Et lorsqu'elle se retrouve dans une cuisine, elle décide, c'est elle qui choisit, c'est elle qui peut faire ce qu'elle veut. Elle peut décider de mettre de la cardamome dans une tarte aux pommes, elle peut faire une confiture au romarin ou aux fraises, elle peut tout rater, tout jeter, tout recommencer. Alors, je pense que pour elle, c'est très thérapeutique et elle se remplit de sérénité lorsqu'elle se retrouve dans une cuisine et elle arrive à effacer un peu les moments qu'elle vit qui sont parfois assez noirs. Et je pense que ce que ça fait à cette femme, c'est que ça lui rappelle aussi des moments heureux de sa jeunesse avec son papa lorsqu'il était encore de ce monde. Et ça lui donne le goût de vivre et le goût d'aimer la vie. Alors, non, ce n'était pas consciemment pour faire sortir ça, mais je pense que c'est important de comprendre pourquoi Anna a besoin de ça. Et je trouve que d'avoir aussi indiqué, écrit certaines recettes, ça permet au lecteur de prendre des pauses à certains moments. J'aimerais bien vous lire parce que ça va donner une belle image pour comprendre comment Anna se sent lorsqu'elle se retrouve en train de cuisiner. Voilà, merci pour ce partage. L'amour de bons plats a toujours fait partie de l'histoire de notre famille. Chez nous, c'était en s'offrant des repas de roi qu'on célébrait les joies ou qu'on essuyait nos larmes. J'ai grandi dans une maison où les marmites fumaient parfois même la nuit. C'est l'odeur des épices qui nous réveillait. La cuisine signifiait bonheur et réconfort. En regardant les mains de mon père transformer les grains de riz en un risotto crémeux aux champignons, en admirant ses doigts qui faisaient danser l'huile d'olive et le romarin sur une pâte à pizza,
J'ai su, dès mon plus jeune âge, que la cuisine serait le seul endroit au monde où je pourrais me réfugier. Merci, merci beaucoup. Ce passage se trouve à la page 33. 33, page 33 du livre. Nous allons continuer donc à parler de l'écriture, de votre façon d'écrire. On imagine qu'un auteur, lorsqu'il s'installe pour écrire, s'isole dans une bulle protectrice qui favorise la création. En ce qui vous concerne, vous, Bianca Mioto, dans quelle atmosphère aimez-vous écrire? Moi, j'écris en musique. Moi, j'adore la musique. J'ai besoin de musique dans ma vie. Et une grande partie de ce livre a été écrit en Italie. Alors, en Italie, c'était en hiver. Et en hiver, il n'y avait pas beaucoup de touristes. Alors, à Venise, les soirs, tard en soirée, parfois, on entend de belles pièces, de beaux morceaux de musique qui résonnent dans les petites ruelles. Et un soir, c'est Caruso de Lucio Dalla qui m'a accompagnée jusqu'à mon hôtel. Alors, quand je suis rentrée, je prends des notes dans ma tête souvent. Et quand j'arrive, j'écris juste quelques phrases et je développe plus tard. Et j'ai ajouté ce beau morceau à ma playlist parce que j'ai créé une playlist pour vanille, citron et basilic. Et curieusement, lorsque j'ai reçu mon livre, une fois qu'il était imprimé, publié et tout, je l'ai relu bien sûr de la première page jusqu'à la dernière. Et j'avais l'impression parfois d'entendre des morceaux de musique qui correspondaient à certains passages du livre. Alors c'était assez intéressant. Ah oui. Vraiment intéressant. Nous allons maintenant parler de littérature féminine francophone, qui est le thème central de cette deuxième édition des entretiens littéraires francophones. Et je voudrais vous demander quel est votre regard sur l'écriture féminine francophone. Moi, ça représente pour moi des voix de femmes avec leurs accents, leurs tons, leurs différences, leur culture, des voix de femmes qui s'amalgament pour en faire un français coloré, épicé, si je peux me permettre de continuer encore dans la voie culinaire. Et toutes ces voix véhiculent de beaux messages et le transportent dans les pays où le français est célébré. Alors, c'est un peu comme je vois la littérature francophone féminine, oui. Dans sa diversité, dans sa richesse. Oui, d'accord, c'est ça. Voilà. Mais est-ce qu'on peut parler de défis? Parlant donc de cette littérature féminine, est-ce qu'on peut parler de défis? Je vais parler de mes défis à moi en tant que mon premier livre édité. Allez-y. Mon premier livre publié, c'était pour moi un grand défi parce que oui, au 21e siècle, les femmes se font publier, mais il reste que le premier livre, c'est pas nécessairement chose facile. Alors, j'étais vraiment très contente de relever ce défi. Pour moi, ce serait qu'autant d'hommes que de femmes s'intéressent à mon livre Vanille, citron et basilic et que les hommes ne soient pas intimidés par la page couverture et le titre, parce que nous, les femmes, nous ne sommes pas intimidées lorsqu'on lit des livres d'hommes et je trouve que ce serait vraiment intéressant. Et je pense qu'un autre défi aussi, c'est la visibilité, de recevoir des commentaires, de recevoir des critiques. Je pense que, encore une fois, lorsqu'on n'est pas connu, c'est assez difficile d'avoir une fenêtre pour pouvoir justement accueillir les commentaires, accueillir les critiques, parce que je pense que qu'est-ce qui fait qu'un auteur a envie de continuer d'écrire, c'est vraiment d'avoir le feedback. Voilà, des messages qui parlent donc de l'ouvrage et tout, des ressentis. Oui, exactement. Alors, je pourrais dire que c'est à peu près les défis que je... Et pour les femmes, je pense que tous les défis seront relevés le jour où on pourra parler de littérature francophone sans y ajouter le mot féminine peut-être. Voilà, merci pour cette précision. Nous allons maintenant parler de la langue française. Vous êtes d'origine italienne, vous avez grandi au Canada. Qu'est-ce que cela signifie pour vous d'écrire en français? Moi, j'ai grandi au Canada. Je suis née au Québec dans une toute petite ville. Alors, je chéris cette langue.
écrire en français, c'est de m'adresser de façon directe, avec toute simplicité, dans un langage familier. Mais moi, j'adore les langues, j'en parle quelques-unes. Et bien sûr, bon, j'affectionne beaucoup la langue italienne aussi. Et j'aimerais bien un jour peut-être qu'un de mes livres soit traduit du français à l'italien. Mais il reste que la langue française, c'est la langue avec laquelle je suis vraiment confortable et avec laquelle je me sens vraiment chez moi. Parlez-nous maintenant de vos projets littéraires et le cas échéant de votre prochain livre ou de vos prochains livres. Comme vous avez mentionné, Jean-Florentin, plus tôt, j'ai déjà écrit 2 livres. Alors, ce que j'aimerais faire dans les prochains mois, ce serait de peut-être condenser ces 2 livres pour pouvoir en faire un seul, et j'aurais l'impression d'avoir vraiment accompli quelque chose, d'avoir été jusqu'au bout, parce que j'avais commencé l'écriture d'un autre livre et puis là je l'ai mis de côté parce que je pense que ça, dans ma tête, ça me dit non, avant de commencer quelque chose de nouveau, termine ce que tu avais déjà entamé il y a quelques années. Nous l'attendons vraiment, ce comeback, on va dire. Voilà. Et avez-vous un coup de cœur à partager avec nous? Oui, j'en ai un. J'ai un beau livre, c'est Soufi, mon amour de Elif Shafak. C'est la traduction du livre The 40 Rules of Love. Alors, si je peux vous mettre un peu en contexte, c'est l'histoire d'Ella, une Américaine qui vit avec sa famille et ses enfants, qui a une vie, on pourrait dire, rangée, mais très monotone, très malheureuse dans son mariage. Et on la sent fade, on la sent sans dynamisme. Et à un moment donné, elle a, je pense, un élan. Elle décide de frapper à la porte d'une maison d'édition. Elle est diplômée en langue anglaise et elle se retrouve avec comme mandat de lire le manuscrit d'un écrivain turc, Aziz. Alors, on se trouve à lire ce manuscrit avec elle lorsqu'on lit Soufi, mon amour. Et Aziz raconte la rencontre fraternelle entre le derviche Cham de Tabriz et le poète érudit Rumi. Alors, toute cette histoire, bien sûr, se déroule au XIIe siècle. C'est écrit avec beaucoup de poésie. C'est vraiment une très belle histoire. Et on fait le tremplin, on passe du XIIe siècle et on retourne dans les années 2000. Alors, c'est vraiment intéressant. Et j'ai lu ce livre à 2 reprises tellement je l'ai aimé. Oui, un passage que vous voulez partager avec nous? Je n'ai pas avec moi parce que je suis un peu loin de chez moi. J'ai par contre, je ne peux pas vous partager un extrait du livre, mais il y a une règle de Cham de Tabriz qui est citée dans ce livre, qui est très très belle, et je l'ai toujours gardée avec moi parce que j'ai un petit calepin où je garde plein de petites notes que j'aime beaucoup et qui m'inspirent. Alors, c'est la règle 40 de Cham de Tabriz. Une vie sans amour ne compte pas. Ne vous demandez pas quel genre d'amour vous devriez rechercher, spirituel ou matériel, divin ou terrestre, oriental ou occidental. Les divisions ne conduisent qu'à plus de divisions. L'amour n'a pas d'étiquette, pas de définition, il est ce qu'il est, pur et simple. L'amour est l'eau de vie et un être aimé est une âme de feu. L'univers tourne différemment quand le feu aime l'eau. Merci. Merci pour ce partage et c'est vraiment un beau test. Je rappelle que votre livre Vanille, citron et basilic est un beau livre et qu'il doit intéresser autant les femmes que les hommes. C'est vrai, il y a des recettes de cuisine dans ce livre, mais il y a aussi une histoire d'amour, une expérience de vie et tout. Donc, c'est pour tout le monde, c'est pour les hommes, c'est pour les femmes. Moi, je l'ai lu et j'ai vraiment apprécié. Et voilà, mais où est-ce qu'on peut donc trouver votre livre? Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies ici, au Québec, je pense. J'ai dit au Québec, je n'ai pas voulu dire au Québec seulement, mais au Québec, je ne sais pas au Canada, mais en ligne, il se trouve un peu partout. En ligne aussi? Oui, en ligne, en France, les gens peuvent se le procurer facilement. Merci. Merci à vous, Bianca Mioto. J'espère qu'on se reverra très vite pour parler de vos prochains livres. Merci à vous, Jean-Florentin, pour l'invitation. Ça m'a fait réellement plaisir de passer ce moment avec vous. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.